Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour colonel Abbasonko, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Colonel Oui, Sonko, vous êtes un expert reconnu dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources naturelles au Sénégal. Et en plus de vos responsabilités nationales, vous avez activement représenté le Sénégal au sein de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Je vais vous laisser la parole maintenant, colonel. Est-ce que vous pourriez démarrer notre entretien par une présentation de vous-même et de vos activités? Merci. merci beaucoup, Hélène. C'est avec plaisir que j'ai accepté cette interview. Donc, moi, je m'appelle Colonel Abbasonko. Je suis ingénieur des eaux et forêts, spécialiste de faune sauvage, et expert CITES parce que je suis titulaire d'un master en gestion de la CITES. Donc, j'ai fait 37 ans de carrière de services loyaux pour l'État du Sénégal et pour lesquels j'ai été 12 ans sans interruption, chef de l'organe de gestion CITES, ce qui fait que de moi aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise plus ou moins avec humilité les questions de la CITES et surtout la conservation. En effet. Et alors, je crois que vous êtes depuis peu à la retraite, si je ne me trompe pas, mais vous n'avez pas arrêté vos activités. Et vous êtes toujours bien actif au niveau de la CITES. Donc, je vous propose qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est ce qui intéresse nos auditeurs. Mais pour démarrer, peut-être une question introductive. C'est quoi, au fait, la CITES? Oui, vous savez, moi je suis forestier, spécialiste de faune sauvage, expert en biodiversité et en servant de la CITES. Donc, c'est à vie parce que j'ai ça. Je suis un passionné de la conservation. Ça, j'ai jusqu'à la vie que je peux évoluer dans ça. Alors, qu'est-ce que la CITES? La CITES, c'est la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, avec comme sigle en anglais CITES. C'est un traité intergouvernemental créé le 3 mars 1973, d'où l'appellation la Convention de 73 ou la Convention de Washington de 73. Donc, la CITES est un texte des nations dont l'ancrage administratif est confié à l'ONU à travers son département PNUD. La CITES compte aujourd'hui 184 parties. Sa mission, c'est de veiller à une utilisation rationnelle des ressources naturelles pour éviter à la planète de garder toutes les initiales des espèces. Voilà, en résumé, donc c'est d'éviter la perte des ressources naturelles. Voilà en résumé ce que c'est que la CITES. Maintenant, comment elle fonctionne, si vous voulez, on peut entrer dedans, c'est très vague. Mais voilà en résumé qu'est-ce que c'est que la CITES. Et maintenant, il reste peut-être le fonctionnement, si vous voulez, on peut s'attarder sur ça. Merci. Exactement, moi j'avais effectivement cette question alors en essayant de la rendre un peu spécifique parce qu'effectivement c'est un sujet vaste dont on pourrait parler pendant des heures. Mais malheureusement Ouais, on n'a pas forcément ce temps-là aujourd'hui. J'avais une question, c'est ouais. comment la CITES travaille-t-elle avec les gouvernements et les communautés locales pour lutter contre le trafic illégal d'espèces et promouvoir la conservation de la biodiversité? Alors, comme l'indique l'intitulé de la Convention, la CITES n'intervient que lorsque les spécimens des espèces inscrites aux annexes de la dite convention traversent la frontière. Donc, vous voyez, la CITES favorise la gestion selon la souveraineté de l'État. La CITES n'intervient que quand le commerce
et dans l'international. Sinon, tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, la CITES n'intervient pas. D'accord. Alors donc, c'est dire que euh, la CITES renforce les dispositions du gouvernement et des communautés locales pour une utilisation rationnelle des ressources, donc, et de lutter contre le trafic. Ça, c'est une part. Autrement dit, tout produit d'espèce listé ne peut traverser la frontière s'il n'est pas accompagné d'un permis CITES dûment établi par l'autorité du pays d'origine. Il s'agit d'un certificat d'exportation, de réexportation ou d'importation. La CITES promeut la conservation des espèces au profit des communautés locales. Voilà. Merci, très, très intéressant et très clair. Et quels sont aujourd'hui les principaux défis qui sont posés par les économies illicites comme le braconnage et le commerce illégal d'espèces pour la conservation des espèces menacées, justement? Très bien. Qu'est-ce qu'on défie? On peut définir, un défi se définit comme une intention individuelle ou collective de répondre à une situation complexe pour laquelle aucune solution n'émerge a priori en proposant une démarche inhabituelle, inclusive des parties prenantes. Vu sous cet angle, le défi ici, c'est de lutter contre l'érosion de la biodiversité. Parce qu'il y a une utilisation abusive ou maximalisée, donc qui n'est pas rationnelle, on risque de perdre. Il y aura une érosion de la biodiversité. Parce que c'est des espèces qui sont ciblées. Si ces espèces disparaissent, leurs initiales vont disparaître de la planète. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mhm. Alors, c'est aussi de lutter contre la fragmentation des habitats et la perte de résilience des écosystèmes. Parce que si les écosystèmes ne sont pas en mesure de fournir les services écosystémiques et les fonctions écologiques, la résilience est perdue. De lutter aussi contre le braconnage comme le commerce illégal qui entraîne autant pour moi une insécurité. Il y a l'insécurité, le trafic des armes, le trafic de la drogue, le blanchiment d'argent, etc. Donc, ces économies illégales sapent les efforts de la conservation des espèces menacées. Je vois pour exemple tous les grands trafiquants sur les espèces euh, menacées sont souvent aussi rattrapés dans la drogue. Ils favorisent l'insurrection parce qu'ils achètent des armes qu'ils mettent un peu partout. Vous voyez, c'est un problème. Voilà en gros les grands défis qu'il faut surmonter pour une meilleure conservation des espèces. Merci pour cette explication très claire sur les grands défis. Si on regarde maintenant dans les réalisations de la CITES, quelles sont les principales réussites? Il y en a sans doute beaucoup, mais si on essaie voilà, de lister les principales réussites de la CITES dans la lutte justement contre le commerce illégal d'espèces et dans la promotion de la résilience communautaire. Alors, cette question peut être abordée sous deux niveaux. Il y a le niveau national. Il y a une collaboration avec d'autres conventions internationales telles que la Convention sur la biodiversité, la CPD, la Convention sur les espèces migratrices, la CMS, et certaines ONG internationales qui sont affiliées à la CITES, c'est-à-dire qui sont accrédités à la CITES et qui travaillent pour appuyer les dispositions de la CITES, qui aussi traitent aussi de la conservation de la biodiversité. Ça, c'est au niveau international, parce que ce n'est pas toutes les ONG qui sont affiliées à la CITES. Il y a le niveau national, les textes réglementaires nationaux tels que les lois, les administrations nationales chargées de l'application de la loi relative à la criminalité liée aux espèces sauvages ou des ONG nationales qui travaillent dans ce domaine. Quand je dis les lois nationales, comment on collabore avec les lois nationales? Parce que la CITES, une fois qu'un pays adhère à la CITES, le pays est tenu d'adopter sa législation nationale aux dispositions de la CITES qui ont traité
une convention, une loi internationale au-dessus des lois nationales. Et pour que les deux lois soient en phase, donc le pays doit adopter, adapter autant pour moi sa législation nationale, parce que s'il y a infraction, les infractions doivent être prises en charge au niveau local par la législation nationale. Parce que la CITES n'est pas là pour juger un délinquant. Mais quand un délinquant est appréhendé, un trafiquant, autant pour moi, donc c'est la loi nationale qui va le juger et le condamner, tout en rendant compte au secrétariat ce qui s'est passé. Voilà un peu comment la CITES travaille avec les organismes internationaux et au niveau local. Merci beaucoup. Nous, chez MOOC Conservation et Youth Conservation, on est très axé sur l'éducation et notamment l'éducation environnementale des jeunes générations parce qu'on est convaincu que c'est en éduquant dès le plus jeune âge qu'on arrivera à préserver notre planète. Euh, quel rôle, selon vous, joue l'éducation et la sensibilisation dans les efforts de la CITES pour renforcer la conservation des espèces menacées? Alors, c'est une bonne porte d'entrée. Vous rentrez longtemps, les adultes ou les services techniques ont pensé qu'il faut sensibiliser les personnes adultes. C'est bien, mais il faut changer de pôle de fusil en s'intéressant à la jeunesse. Pourquoi il faut s'intéresser à la jeunesse? Parce que c'est la jeunesse qui va assurer la relève demain. Donc, si la jeunesse n'est pas éduquée, n'est pas sensibilisée et formée sur les questions de conservation, demain, elle peut se réveiller dans une situation alarmante. C'est pour cela que l'éducation et la sensibilisation jouent un rôle important dans les efforts de la CITES pour la conservation des espèces menacées. Ces paliers sont importants dans la mise en œuvre des inscriptions des espèces aux annexes de la CITES. Et mieux, qu'est-ce que nous faisons? Parce que je le dis toujours à la CITES, l'inscription d'une espèce aux annexes de la CITES est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Or, on ne peut pas inscrire une espèce à la CITES sans développer la mise en œuvre des inscriptions. Qu'est-ce que nous faisons à ce niveau quand une espèce est inscrite, que ce soit les requins, les bois de rose? Donc, avec les ONG, comme je vous ai dit, il y a des ONG internationales qui nous accompagnent en développant un programme d'éducation et de sensibilisation, en produisant des documents, des supports de communication didactique, tels que les prospectus, les gravures, les flyers, et on va vers les populations. On essaie de sensibiliser les personnes adultes, mais j'ai un penchant pour les jeunes. Je vais souvent, si vous voulez, je peux vous envoyer certains documents à l'Internet, vous verrez ce qu'on a fait. Je vais dans les classes des écoles primaires où on donne à chaque classe une gravure à l'enseignant et ça reste dans la classe. Et la brochure qui est produite, de temps en temps, l'enseignant fait de l'éducation civique en prenant quelques thèmes pour montrer que l'utilisation abusive des ressources a une conséquence fâcheuse sur la vie de l'être humain. Vous savez, madame, l'enfant est un vecteur d'opinion. Ce qu'un enfant peut dire à ses parents, ce n'est pas nous, techniciens, qui pouvons le dire aux parents. Je l'ai vécu à maintes reprises où c'est les enfants qui disent à leur papa, par exemple, ah, tu es en train de couper l'arbre là, c'est pas comme ça. Ou bien vous tuez les choses là, comme ça. Non. Et là, le parent est plus sensible qu'une personne étrangère qui vient lui dire. Il va vous dire oui, mais quand vous tournez le dos, il continue. Mais là, il vit avec l'enfant et qu'il a dit toujours, ah, papa, tu as posé un mauvais geste. Papa, tu as un mauvais. Finalement, il va convaincre les parents. Donc, c'est tout à fait normal que l'éducation et la sensibilisation soient organisées ou orientées vers les jeunes, tout en aussi sensibilisant les personnes adultes. Parce que c'est les jeunes qui vont rester là demain. S'ils sont bien éduqués, bien formés, ils vont prendre des décisions qui seront compatibles avec leur avenir. Voilà. Oui, bah écoutez, on est tout à fait convaincus, mais je serais effectivement très intéressée d'avoir un exemple de ce que vous faites, des activités que vous menez, notamment dans les écoles auprès
des enfants et des jeunes, ça m'intéresse. Je... OK. Je vais vous envoyer quelques documents là-dessus. Où on Merci. a travaillé sur la pêche abusive, les ailerons, la pêche abusive sur les requins, tout ça. Donc, on a sillonné tous les quais du Sénégal, les débarcadères. On a tenu des réunions de sensibilisation avec la population. On a laissé les gravures, mais on est parti dans les écoles primaires où, dans chaque classe, on a laissé la gravure sur le mur. Et c'est très intéressant quand les enfants regardent. Très bien, bah, écoutez, j'attendrai votre document avec grand intérêt. On arrive plutôt à la fin de notre entretien. J'avais peut-être deux dernières questions pour vous, colonel. La première étant, euh, en tant qu'individu ou organisation de la société civile, qu'est-ce qu'on peut faire un peu à notre niveau pour aider la CITES à mieux jouer son rôle? La société civile peut s'investir dans l'éducation et la sensibilisation des populations pour les inscriptions et les mises en œuvre des espèces menacées en annexe. Parce que la finalité, c'est quoi? On travaille pour la société civile, la population. Nous sommes techniciens et donc la finalité, c'est d'accompagner la société civile à en faire une utilisation rationnelle et durable. Donc, c'est pour cela, nous, en tout cas, on essaie d'associer la société civile, que ce soit les écoles, mais aussi il y a des associations sportives et culturelles. Vous savez, dans nos villages, là, moi je suis du village, je comprends pour la société du village. Quand les grandes vacances arrivent, les jeunes, tous les étudiants sont dans les associations en train de développer le sport, la culture. Donc, on profite par moment pour les amener à développer des thématiques comme ça sur la conservation des ressources. Ça aussi, c'est une façon de donner plus la voix aux personnes pour que notre voix soit démultipliée. Parce que nous seuls, on ne peut pas atteindre tout le monde. Mais quand vous êtes en face d'un auditoire de 100 jeunes, et chacun part avec le message. Et c'est important. Donc la société civile doit jouer un rôle très important et il nous faut obligatoirement impliquer la société civile dans ce que nous faisons. Parce que nous sommes des mandataires des États. Moi, j'ai été 12 ans chef de la division, aussi chef de l'organe de gestion, mais je le fais au nom de la communauté, la société sénégalaise, ce n'est pas pour moi. Donc, il est bien que dans tout ce que nous faisons, on accorde une importance à la place de la société civile pour qu'elle puisse jouer son rôle aussi d'avant-garde. C'est très clair. Merci beaucoup, colonel. Et peut-être une dernière question. Est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez transmettre à nos auditeurs sur bah, l'importance de la coopération internationale pour la conservation des espèces? Alors, si j'ai un message, c'est de dire aux parties prenantes, à la CITES, qu'elles doivent en tout moment et en toutes circonstances prendre en compte la coopération internationale et locale pour la conservation des espèces et la résilience des communautaires dans la mise en œuvre des dispositions de la CITES. Car s'il n'y a pas la collaboration et la coopération au niveau national, aucun État ne saurait gérer de manière durable les ressources, les espèces menacées. Vous savez, si vous prenez par exemple les espèces migratrices, mais elles, c'est le village planétaire. Donc, s'il n'y a pas de collaboration entre les pays d'Afrique qui reçoivent, par exemple, les espèces migratoires d'oiseaux quand il fait frais en Europe, si vous n'avez pas les mêmes dispositions, on va échouer à la conservation. Si ces oiseaux arrivent en Afrique et qu'ils ne bénéficient pas de protection, mais c'est l'érosion, c'est l'hécatombe. Donc, la coopération internationale, elle est très bien. Donc, et la collaboration au niveau local. Voilà ce que j'ai à dire. Et c'est la seule façon de donner plus de sens à la conservation des espèces et à la résilience des communautés dans la mise en disposition de la dite convention. Voilà ce que je peux dire. Je vais vous envoyer la fiche de questions avec les réponses qui sont à côté. Comme ça, vous pourrez aussi les voir comment
les apprécier. Voilà, je suis au village, en Casamance. Je me souviens, il y a trop de bruit. Je ne suis pas dans un bureau, mais je crois que l'ambiance, c'est bon. Bah, écoutez, merci beaucoup, colonel, pour votre temps aujourd'hui. Merci pour ces Ouais. témoignage qui, j'en suis sûre, va inspirer nos auditeurs. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.